Le 25 février 2024, le commissaire aux affaires étrangères Joseph Borrell a déclaré que l'ère de la domination occidentale était en effet terminée. Et le fait est que désormais la puissance occidentale est remise en cause dans tous les domaines. Militaire tout d'abord, non seulement une coalition de près de 50 nations est impuissante face à Moscou sur le théâtre des opérations en Ukraine, mais le complexe militaro-industriel russe produit plus de munitions et de matériel que tous ceux de l'OTAN réunis. En mer Rouge, les Houthis tiennent en échec les flottes britanniques et américaines. Économiquement ensuite, le PIB de la Chine, en parité de pouvoir d'achat, a largement dépassé celui des États-Unis depuis 2017, tandis que ceux de la Russie, de l'Indonésie ou du Brésil sont passés devant la France et l'Angleterre. Moralement enfin, car le double standard occidental appliqué au sort de l'Ukraine et celui de Gaza n'a échappé à aucun des pays qui composent le Sud global. Les images de la population gazaoui victime des bombardements israéliens ont fait perdre aux Occidentaux la prépondérance morale à laquelle ils prétendaient. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui le général Delavarde. Général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je voudrais vous faire écouter deux extraits de deux discours de deux ministres des Affaires étrangères. Le premier, c'est celui du ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar, en juin 2022. L'Europe devrait renoncer à sa manière de penser, selon laquelle les problèmes de l'Europe concernent le monde, tandis que les problèmes du monde ne concernent pas l'Europe. C'est-à-dire, si c'est vous, alors ce sont vos problèmes, si c'est moi, alors ce sont nos problèmes. Et le deuxième extrait que je voudrais vous faire écouter, c'est aussi un ministre des Affaires étrangères, mais c'est Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Les gestes agressifs visant la Russie font partie du cap politique pris par l'Occident. Cela n'est qu'une partie de ces efforts pour empêcher la démocratisation objective du système des relations internationales dans son ensemble. Ils comprennent très bien que c'est cette même question qui est l'enjeu de la situation en Ukraine. Celle de la domination occidentale dans les affaires internationales, celle de la fin de son hégémonie. C'est ce dont notre président a parlé très en détail, comme vous vous en souvenez, dans l'interview récente qu'il a accordée à Tucker Carlson, mais aussi dans celle d'aujourd'hui accordée à Dmitry Kiselyov. Général, vous êtes d'accord avec ces deux approches, cette critique de l'ingérence occidentale dans les affaires du monde, et puis finalement Sergueï Lavrov qui explique que l'enjeu de ce qui se passe en Ukraine, c'est effectivement la désoccidentalisation du monde. Oui, l'ingérence occidentale dans les affaires du monde, elle date il y a très longtemps. Hein. On se souvient d'ailleurs que l'Inde avait été en 1955 l'un des États fondateurs du groupe des non-alignés. Donc il voulait déjà se retirer de ce système occidental construit par les Occidentaux pour les Occidentaux. Hein, donc ils avaient déjà créé un mouvement. La Russie s'en est aperçue aussi très tôt. Hein, elle s'en est aperçue dès la chute de l'ex-Union soviétique, où là l'équilibre avait un peu effacé cette affaire-là. Donc les Russes s'en sont aperçus, notamment dans l'affaire du démembrement de l'ex-Yougoslavie, et depuis ce temps-là, ils n'ont de cesse, ils savent qu'un jour ou l'autre... Pour vous, ça a été un déclic, cette affaire. Ah oui, c'est le déclic de tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour la Russie a compris, je pense, lors du bombardement de Belgrade... Il y a 25 ans, ça va bientôt être les 25 ans. Ce qui allait lui arriver, si elle ne faisait rien. Et donc, depuis ce temps-là, elle se prépare pour rester souveraine le plus longtemps possible, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est une affaire de souveraineté, quoi. Elle veut garder sa souveraineté, et donc depuis le bombardement de Belgrade, on notera que ces pays-là qui souhaitent, l'Inde comme la Russie, mais aussi comme la Chine, qui souhaitent garder leur souveraineté, se sont organisés en réaction au bombardement de Belgrade. Parce que l'Inde n'est pas un cas isolé, en fait, de ce rejet de l'impérium occidental. On le voit aujourd'hui avec tous les États qui souhaitent rejoindre les BRICS, comme autrefois ils souhaitaient rejoindre le mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, ils souhaitent rejoindre les BRICS pour se sortir de la tyrannie, de l'hégémonie occidentale menée principalement par les US et par l'OTAN.
Quels sont les grands acteurs de cette désoccidentalisation? On a vu l'Inde, bien sûr la Russie. Ce sont ceux qui ont compris d'emblée, donc à partir de 99, en 2001, il y a eu création 2 ans après, mais le déclencheur a été le bombardement de Belgrade. Il y a eu la création de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation certes économique, mais également tournée vers la sécurité. C'est les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai qui sont également qui ont le même noyau dur qui est la Russie, l'Inde et la Chine. Ça, c'est le noyau dur de l'Organisation de coopération de Shanghai, créée en 2001, et également, un peu plus tard, en 2008, la création des BRICS, autour de ce même noyau. Et ces BRICS vont s'élargir maintenant, grâce aux événements que nous connaissons. Un nombre de pays s'aperçoivent qu'il faut se sortir de la tyrannie occidentale et donc de... Mais beaucoup soulignent, notamment dans la presse occidentale, précisément, ou chez les analystes occidentaux, que finalement l'Inde et la Chine restent des adversaires et que donc tout ça est très superficiel. Oui, non, mais moi, sur l'Inde et la Chine, les gens s'imaginent que ces 2 pays sont fondamentalement adversaires. Je pense qu'ils sont rivaux sur le plan économique, mais que ni l'un ni l'autre ne souhaitent la guerre avec l'autre. Et j'en veux pour preuve... ces 2 pays-là ont un objectif commun sur lequel ils sont d'accord. C'est se sortir de l'hégémonie occidentale. Ça, là-dessus, ils sont d'accord. Et j'en voudrais pour preuve que lors du 60 ou 65e anniversaire de la marine chinoise, la Chine avait invité tous ses partenaires des BRICS et de l'OCS à participer à une grande parade navale en Chine. Et l'Inde a répondu à cette invitation en envoyant pas moins que son navire amiral, avec son escorte, évidemment. Donc c'est un geste qui, à mon avis, vaut toutes les explications du monde. L'Inde et la Chine sont au moins d'accord sur un point, pas d'hégémonie occidentale sur le monde. Étonnamment, Joseph Borrell, donc le commissaire aux affaires étrangères de Bruxelles, a souligné qu'effectivement il y aurait une perte d'influence. Je pense que Joseph Borrell commence à comprendre tout simplement ce qui se passe. Et il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tous les sommets qui ont lieu, que ce soit ou les grandes activités, que ce soit des activités sportives, culturelles ou géopolitiques ou économiques, toutes ces grands événements qui sont sponsorisés soit par la Russie, soit par la Chine, ont de plus en plus de succès. Le Sud global, comme on l'appelle, se presse et devient de plus en plus candidat. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 25 candidats qui souhaitent rentrer aux BRICS. Alors, évidemment, les BRICS vont pas s'élargir aussi vite, mais je pense que dès cette année, sachant que c'est Vladimir Poutine qui est le président des BRICS pour une année, donc pour toute cette année, et je pense que c'est lui qui va proposer au mois d'octobre à la réunion de Kazan, à la réunion des BRICS, et je pense qu'il va proposer un nouvel élargissement qui pourrait prendre effet dès janvier 2025. En d'autres termes, les BRICS vont prendre le large maintenant. Ils avaient déjà dépassé en PIB, parité de pouvoir d'achat, ils avaient déjà dépassé le G7 ou l'OTAN. Maintenant, ils prennent le large et ils s'envolent, ils roulent à peu près 3 fois plus vite que nous sur l'autoroute de la croissance. On roule à 60 à l'heure, ils roulent à 180. Bon, c'est clair, c'est fini. Il y a 20 ans, Emmanuel Todd avait souligné l'élégance des dirigeants soviétiques dans la manière dont finalement ils avaient laissé se dissoudre le bloc communiste et même l'URSS. Est-ce qu'on peut espérer une élégance de la part des autorités occidentales et essentiellement nord-américaines? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour une raison très simple, c'est que je considère aujourd'hui que le monde, en fait, les autorités telles qu'on nous les présente sont pas celles qui gouvernent le monde. Ceux qui gouvernent le monde sont des idéologues qu'on appelle les néoconservateurs aux États-Unis. Ils ont fait souche dans différents pays, ils se sont répandus, on va dire, dans différents pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, par exemple, qui sont devenus des pays
plus néocons encore que les néocons US. Et ces néocons sont des gens